Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical et bienvenue sur l'invité. Ce dimanche, chers amis internautes fidèles à ce programme télé sur EZAE TV, je reçois pour vous Éric Martin Sangan. Il est juriste consultant, acteur politique, membre du bureau politique du parti politique Union Progressiste. Bonjour à vous. Bonjour cher ami Kader. Merci d'avoir honoré chers cette amis invitation. téléspectateurs. Merci d'être à notre côté. Avec lui, chers amis internautes, ce dimanche, nous parlerons entre autres des préparatifs, pour ne pas dire plus ou moins, des élections législatives, notamment avec la confection de la liste électorale informatisée. Nous parlerons entre autres des exigences des démocrates pour leur participation aux élections législatives de 2023. Et en fin d'émission, nous évoquerons un peu la proposition de loi par rapport aux pensions des députés et présidents d'institutions de la République et aux enjeux politiques de 2023. Alors, Éric Martin Sangan, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors, la liste électorale informatisée, elle est en cours de conception. Le RAVIP prend partie dans ce processus-là. Le vendredi dernier, le processus a connu son épilogue. Dites-nous, est-ce que selon vous, tout s'est déroulé, j'y arrive enfin, dans les règles de l'art? Oui, mais qu'est-ce que nous voulons On ne pourra pas parler de la LEI sans parler de la LEPI. La LEPI est venue à échéance conformément à la loi qu'il a instituée. Et donc la LEI prend le pas dès que la LEPI est venue à échéance. Et la caution de la LEI fait appel à la NIP qui, depuis un certain nombre d'années, bon an, mal an, fait son petit bonhomme de chemin, s'emploie à mettre à notre disposition cet instrument-là qui nous permettra, à terme de réduire les débouts d'argent que le contribuable doit faire, que les sous du contribuable servent à financer la confection des listes électorales. Alors, je pense qu'il est important qu'on en arrive là et que de façon plus ou moins automatique, les listes électorales soient générées. Alors, par quelle alchimie cette initiative va réduire le coût? C'est tout simple. C'est tout simple. Comme la LEPI l'a d'ailleurs fait, à la différence qu'à chaque élection, de nouvelles cartes sont imprimées, de nouvelles cartes sont distribuées. Ceux qui ont les anciennes prennent également les nouvelles. À la différence de la LEPI, la LEI à thème nous permettra simplement d'aller voter avec notre pièce d'identité. C'est tout. On n'aura plus besoin de carte d'électeur. À thème, voilà. Donc pour vous, c'est un grand gain. C'est un gain. C'est un grand pas économique. Alors, sur le plan du processus-là, est-ce que, selon vous, en tant qu'acteur politique, puisque vous avez besoin des électeurs pour aller manifester leur adhésion à votre formation politique ou peut-être à vos candidats en 2023, est-ce que vous avez noté un engouement au niveau de l'enrôlement? Bon, ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Quand on parle de liste électorale, l'engouement se constate les derniers jours. C'est pourquoi par le passé, c'est dans les encablures, c'est dans les 2-3 mois des élections que la liste électorale la confection de la liste électorale est lancée. Parfois même à moins d'un mois des élections. Parfois même pendant la campagne électorale, on est en train d'établir les listes électorales. Voilà. On est en train de... C'est pas une bonne pratique. Non, mais c'est ce qui se faisait. C'est pourquoi on a voulu corriger. Évidemment, ça coûtait encore plus cher que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est pourquoi on a voulu corriger en amenant une liste électorale informatisée. On a commencé par la LEPI. Il a fallu aussi tous les ans renouveler cette liste-là. L'actualiser en instituant l'institution qu'on appelle COS-LEPI, qui veille à ce que cette liste soit actualisée tous les ans. Puis après, la LEPI est venue à thème. On a lancé la LEI. Nous espérons que cette année, au moins, on n'a pas eu de COS-LEPI. Pour le constater, on n'en a pas besoin. On n'en aura désormais plus besoin. Et donc pour vous, ce sont des économies? Oui, tout à fait. Les sous qu'on utilisait pour payer, pour gérer le fonctionnement du COS-LEPI sont économisés aujourd'hui. Vous comprenez? Donc mais est-ce que la NIP aujourd'hui, dans sa démarche d'enrôlement des citoyens, est-ce qu'elle y est allée avec professionnalisme? Est-ce que selon vous, les choses sont passées correctement? Est-ce que
au-delà de Cotonou, en dehors de Cotonou, est-ce que dans les contrées du pays, vous en tant qu'acteur politique, membre du bureau politique d'une formation politique, est-ce que vous avez des informations qui vous attestent du fait que dans les régions, les contrées, les gens sont sortis pour aller se faire enrôler? Je précise que l'ANIP n'a pas que pour vocation de faire la liste électorale. L'ANIP est un organe technique qui a en charge de nous confectionner une liste d'état civil complètement informatisée. Vous comprenez? Oui. Et c'est de cette liste-là, aujourd'hui, confrontée, c'est-à-dire croisée avec la LEPI, qu'on est en train de tirer la LEI. C'est un travail, c'est pas facile. Et je crois que techniquement, l'ANIP dispose des atouts pour réussir ça. Je reconnais également que, en ma qualité d'homme politique, d'acteur politique, les délais sont un peu courts pour les nouveaux électeurs. Et s'il est possible qu'ils rallongent ces délais-là, ce serait au grand bonheur de tout le monde. Mais nous devons également comprendre qu'ils ont une contrainte de temps. Ils ont un délai pour déposer la LEI. Ils ont un délai pour mettre la LEI à la disposition du Conseil électoral. Vous comprenez? Donc, l'un dans l'autre, on fera avec ce qu'ils nous proposent. Alors, quitte à l'améliorer. Dans la foulée, pour progresser, les responsables du parti politique Les Démocrates sont montés au créneau pour émettre des inquiétudes, ou exposer des inquiétudes, notamment par rapport à la confession de cette liste électorale, parce qu'ils estiment que l'ANIP étant un organique technique de l'État, et donc dont les responsables sont nommés par l'État central qui est soutenu par les partis politiques, dont les lieutenants vont participer aux élections, et donc il y a des inquiétudes, des soupçons d'impartialité au niveau de l'ANIP. Est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, vous voyez les choses de la même façon? Oui, vous savez, je voudrais paraphraser un de nos anciens présidents. C'est vrai que cette portion de phrase que je vais utiliser, lui l'utilisait dans tout un autre contexte. C'est le temps des grandes manœuvres. La cacophonie des ambitions doivent se faire entendre. Et c'est ça qu'on entend. Vous comprenez, c'est ça qu'on entend. C'est des amis qui, bon an, mal an, ont fini par se mettre en règle avec la charte des partis politiques, qui, de fait, aujourd'hui, ont droit de candidater. Vous comprenez? Et parce que il faut toujours poser des préalables pour justifier des comportements associables demain, on commence déjà par poser des conditions. Est-ce que vous pensez que ce qu'ils disent là est normal? Vous pensez réellement que c'est normal? Que pour aller à une élection, il faut aujourd'hui dire que tout ce que l'ANIP a fait, parce que l'ANIP est une institution d'État, est biaisé, il faut reprendre la LEPI. C'était une institution privée. La LEPI était purement politique. Mais au niveau du COS, la LEPI est partie du RAVEC. Oui, mais le COS nous étions là aussi. Oui, justement, le COS LEPI était géré par des députés. À partir d'un certain moment, le COS LEPI est venu quand? Le COS LEPI est venu quand? C'est venu à quel moment? Nous sommes des Béninois, nous savons quand est-ce qu'on a jugé utile de mettre en place une institution politique, de supervision politique. C'était seulement une institution de supervision politique qui suivait une institution technique qui faisait le travail. En réalité, le COS LEPI, ce n'est que le regard du politique. Pourquoi voudrions-nous encore le regard du politique si aujourd'hui, en une journée, vous avez votre carte d'identité biométrique? Si aujourd'hui, nous pouvons déjà, juste par Internet, faire certaines formalités, où est-ce qu'il y a le faux? Qu'est-ce qui n'est pas vérifiable si nous prenons notre tablette, notre portable Android et que nous demandons à accéder à un fichier avec les renseignements précis, nous avons accès à ce fichier-là par rapport à l'ANIP? Je ne sais pas. Je ne comprends pas de quoi parlent. Non, je ne comprends pas de quoi parlent nos amis démocrates. Sauf, là, il faut faire attention, il faut les suivre au pas, sauf s'ils sont dans l'intention de rééditer l'exploit qu'ils ont l'habitude de faire.
Alors, nous allons y revenir par rapport à ça parce qu'ils ont posé également d'autres conditions. Mais au regard de ce qui se passe aujourd'hui, au regard du contexte politique actuel, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait nécessaire la mise en place d'un organe politique consensuel en vue de la supervision On a fait cette expérience-là pendant 10 ans. Pendant 10 ans, c'est-à-dire de 2011 à 2021. Mais on n'a pas commencé la LEPI en 2011. On est allé aux élections de 2011 sans le conseil électoral, sans le corps LEPI. Donc, c'est une expérience de 10 ans. On l'a fait. On connaît ses limites, on connaît ses avantages. Si aujourd'hui, le législateur, c'est toujours le législateur, ce n'est pas le gouvernement qui a décidé de faire ça. C'est le législateur qui a estimé qu'à partir de 2021, il ne sera plus nécessaire qu'on ait corps LEPI. Mais je ne sais pas. Nous sommes là, je dirais, nous parlons là de la liste électorale, un outil qui est prépondérant dans l'effectivité de tout scrutin, que ce soit législatif, présidentiel ou municipal. Mais au regard des enjeux, je reviens encore, Éric Martin Senghor, est-ce que vous ne percevez pas l'opportunité de ce qu'on puisse trouver une alchimie pour que, une fois encore, on ne dise pas qu'on a été écarté du scrutin ou qu'il n'y ait pas encore une volonté de jeter des suspicions sur la mouvance ou les organes étatiques qui ont effectué leurs travaux? Pour le moment, le calendrier électoral est connu. Il y a un délai pour acter, pour dire nous voulons participer à la compétition. Il n'est pas encore temps de dire qu'on est en train de caractérer I ou qu'on est en train de caractérer Y. Vous comprenez? Il appartient à toutes les formations politiques de s'employer pour aller aux élections. Et je puis vous dire, moi je le dis toujours, il n'y a jamais eu exclusion ici au Bénin pour ce qui concerne les élections. Il n'y en a jamais eu. Il y a des formations politiques qui ont décidé de ne pas aller. Et si c'est encore le fait, parce qu'ils ont commencé aujourd'hui par poser des conditions. Le retour des exilés politiques. Je ne vais pas citer tout ça. La libération des détenus politiques, de ceux qu'eux appellent détenus politiques. Bon, vous, il n'y a pas de détenus politiques au Bénin? Non. Il n'y a pas d'exilés politiques non plus? Il y a des détenus de droit commun. Voilà, il n'y a pas d'exilés politiques. Il y a des gens qui sont volontairement sortis du pays parce qu'ils refusent de répondre de leurs actes. C'est tout. Ils ne veulent pas répondre de leur forfaiture, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose? Non. Lorsqu'ils ont été interpellés pour des faits politiques, comment vous qualifiez ça? Vous avez quelqu'un qui a été interpellé particulièrement pour un fait politique. D'activité politique. Qui sont ceux qui ont été interpellés dans le cadre d'activité politique que vous connaissez? Je veux savoir. Non, moi je pose des questions. Moi je n'en connais pas. Donc il n'y a que des détenus de droit commun? Tout à fait. De droit commun. Alors lorsqu'on progresse, Éric Martin Senghor, est-ce que vous pensez que les démocrates voudraient encore boycotter les législatives de 2023 lorsque l'on sait que ces élections-là sont très capitales et déterminantes pour 2026? Ils sont dans leur logique. Et ils ont commencé par jouer les cartes. J'espère que, chemin faisant, ils se rendront compte de leur erreur, ils vont revenir sur le droit chemin. Mais ça a commencé déjà. Ça a commencé. Vous le constatez, non, ça a commencé déjà. Ok, alors, Éric Martin Senghor, lorsqu'on progresse dans ce débat, vous êtes de la mouvance présidentielle, est-ce qu'à votre niveau, les élections législatives se préparent déjà? Activement. Nous sommes déjà sur le terrain, nous sommes déjà au corps à corps avec les militants, parce que ce ne serait que eux qui décideront au soir du 8 janvier. Ce ne seront que eux qui décideront au soir du 8 janvier. Nous sommes déjà au corps à corps avec eux. Tout à fait. Vous échangez déjà avec eux? Tout à fait. J'ai dit on est déjà au corps à corps. Ça veut dire qu'on a commencé par se rencontrer, par échanger, par discuter, par définir les conditions nécessaires, pas même parler du profil du député prochain. Pourquoi pas? Le profil du député prochain, selon vous, c'est quoi? Un député normal. Il y a des députés anormaux? Il peut y en avoir eu. Alors, quel est le profil? Un député capable de représenter valablement la population qui est son mandat. C'est tout. Alors, lorsque vous parlez de député valable, est-ce que vous avez une idée en tant qu'acteur politique, de comment seront conçues les listes au niveau de la mouvance? Il se situe dans l'opinion que personne ne sait s'il sera positionné et qu'il n'y a que le grand patron qui... Je vais vous dire.
Pour les élections de 2019, moi j'ai présidé au niveau de mon parti politique la commission des candidatures. Ça, c'est en 2019. Et durant tout le temps qu'on a fait ce travail-là, je n'ai pas reçu une seule injonction du grand patron. La liste progressiste a été conçue au siège de l'Union progressiste, déposée à la Sénat par mes soins. D'ailleurs, c'est moi qui ai fait la déclaration de candidature. Et je n'ai jamais vu, je dis bien au grand jamais vu le président de la République intervenir dans ce débat-là. Alors, il se suppute aujourd'hui, c'est sûr que c'est lui qui va faire les listes, c'est lui qui fera ci, c'est lui qui fera ça. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, moi je dis toujours, hein, je parle de l'Union progressiste, l'Union progressiste n'est pas propriété de Patrice Talon. Non, je considère que Patrice Talon est militant de l'Union progressiste. Il est militant? Oui, il est militant, comme tout le monde de l'Union progressiste. Mais comme moi. Il est militant également du Bloc républicain? Je ne sais pas, moi je parle de l'Union progressiste. Donc Patrice Talon est militant de l'UP? Tout à fait, complètement. Je l'assume. C'est mon militant. À affirmer cela? Il a dit lui-même, à plusieurs occasions, qu'il est militant de l'Union progressiste. De l'Union progressiste. Voilà. Alors, lorsqu'on parle des députés, il y a cette actualité qui défraie la chronique depuis un certain temps, notamment cette législation qui parle d'une proposition de loi au profit des députés pour leur pension et également les présidents des institutions de la République. En tant qu'acteur politique, comment vous appréhendez cela? Mobutu, un jour, enfin, quand il voulait se donner son truc-là de maréchal, a dit ceci. Quand on rend service, et tout service rendu à un peuple mérite récompense. La fonction du député, c'est quand même une fonction républicaine, comme toutes les autres fonctions. Comme toutes les autres fonctions. Et il nous arrive parfois de voir des élus, des députés, des élus de ce rang, de ce niveau-là, en fin de mission, dans une misère qui ne dit pas son nom. Vous comprenez? Dans une diminution totale. Hein? Parfois même dans l'incapacité de s'offrir les soins primaires. Alors, celui qui a pris l'initiative de cette loi-là a bien pensé. Il a bien pensé, c'est une initiative qui nous permettra de permettre à ceux-là qui ont quand même légiféré, ceux-là qui pendant un mandat, 2 ou 3, ont contribué à améliorer le cadre légal, hein, de la gouvernance publique. Donc il importe quand même qu'on leur assure le minimum. Quand on dit qu'ils vont avoir une pension, je ne pense pas que ça va être un truc aussi élevé. Non, mais quand même, il faut qu'on leur assure le minimum. Ils ont besoin du minimum parce qu'ils ont servi la nation. Ils ont servi la nation. Si on le fait pour les anciens présidents de la République, pourquoi on ne va pas le faire pour les députés, les présidents d'institutions? Pourquoi? Est-ce que ça ne vous paraît pas antinomique dans un contexte où le président de la République que vous soutenez est là pour la rationalisation des dépenses publiques? Oui, mais ça aussi, c'est de la rationalisation. Permettre aux gens de jouir des fruits de leurs efforts, c'est de la rationalisation. Ce n'est pas irrationnel. Ce n'est pas du tout irrationnel qu'on alloue une pension à un député en fin d'émission. Ce n'est pas irrationnel. Mais est-ce que ça parce que à chercher à avoir pour fonction député? Oui, parce que l'on veuille ou non, il continue même à la fin de sa mission, même en n'étant plus député, il continue quand même d'incarner l'image du pays. Vous savez, vous en convenez avec moi? On l'appelle ancien député, oui, mais c'est vrai, c'est un ancien député. C'est-à-dire qu'avec le temps, on risque quand même de chercher à avoir des pensions aussi pour l'ancien les anciens maires. L'ancien journaliste n'a pas de pension. L'ancien journaliste n'a pas de pension. Journaliste, c'est une profession. Mais ça aussi, c'est une manière de nous, c'est une profession. C'est une profession républicaine. Donc, vous convenez avec moi que dans les jours à venir, on peut avoir des jeunes qui disent que je vais être député comme profession? C'est relatif. C'est relatif. Puisque c'est le fait c'est relatif, oui. C'est relatif parce que le député n'a que 3 mandats. Au regard de la loi, le député n'a que 3 mandats. Actuelle. De 5 ans, ça fait 15 ans.
Si vous voulez en 15 années finir votre vie et que vous choisissez comme fonction de député, il fallait qu'il y ait une école de formation à la fonction de député. Mais justement, puisque quand il est député, il aura sa pension. La pension est politique. La pension du député est une pension politique. Justement, politique. Comme la pension des anciens présidents de la République. Et s'il se retrouve député comme la avec une pension politique qu'on est en train de proposer pour oui, mais le président de la République, il a tout un chemin, il a toute une... On n'apparaît pas du jour au lendemain pour être président de la République. On n'apparaît pas non plus du jour au lendemain pour être député de la République. Ah bon? Mais oui, c'est ça. C'est tout un cheminement, c'est toute une préparation. Alors, Éric Marquis-Sangan, lorsqu'on parle de député, nous allons parler vraiment des élections législatives 2023. Ça se discute déjà aujourd'hui dans l'état-major de part et d'autre. Pour vous, quels sont les enjeux capitaux pour 2023? Les enjeux politiques? D'abord, je parlerai de mon parti. Oui. L'enjeu pour nous, c'est qu'il y ait des élections régulières, transparentes, apaisées. Que mon parti à moi ait une large majorité pour pouvoir réellement développer notre politique parlementaire. Voilà, tout au long de cette mandature-là. Les autres enjeux, oui, c'est qu'on a besoin de députés capables de prendre des initiatives en tant que députés. De députés conscients de ce qu'ils sont députés parce que l'électeur l'a décidé. Il faut qu'on finisse avec les députés patrons de l'électorat. Lorsque vous dites de finir avec les députés patrons de l'électorat, qu'est-ce que vous insinuez? Qu'il faut ranger tous les anciens? Non, je n'ai pas dit ça. Mais... Non, je n'ai pas dit ça. Mais... Je n'ai pas dit de ranger. Je dis il faut qu'on finisse avec les députés patrons de l'électorat parce que du commun des Béninois, du commun des électeurs béninois, ils perçoivent aujourd'hui le député comme un chef, oui, comme quelqu'un de suprême, alors que le député n'est que serviteur. Oui. Il jouit d'une délégation de pouvoir. Cela étant, il se doit, tout en assumant ses fonctions de député, c'est vrai, qu'on veuille ou non, c'est quand même une personnalité publique, c'est une autorité d'une manière ou d'une autre, mais il doit avoir conscience de ce qu'il jouit d'une délégation du pouvoir de la population qui lui a accordé ce mandat-là, et que vis-à-vis de cette population, il se doit d'avoir un certain comportement. Je ne suis pas du tout en train de dire, ce n'est pas moi qui décide de ça. Qu'il faut finir avec les anciens, ou il faut... Non, je ne suis pas dans cette guerre-là, moi. Les partis politiques. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut aussi amener beaucoup de jeunes? Je souhaiterais qu'on permette aux jeunes de faire l'expérience. Je souhaiterais, ça c'est mon souhait, je souhaiterais que ceux qui ont déjà un certain nombre d'années d'expérience permettent à d'autres d'y aller. Ça là c'est mon souhait, on n'a pas à être hypocrite là-dessus. Je le souhaite. Mais ce n'est pas pour autant que je demande qu'on vide le Parlement de tous les anciens. On ne demande pas qu'on vide le Parlement de tous les anciens, mais lorsqu'on y voit de près et qu'on a une idée quand même du nombre de législatures que d'aucuns ont déjà fait, là, est-ce que finalement on risque pas de se retrouver avec un Parlement totalement rénové? Bon, après de 70%. Je ne saurais me prononcer là-dessus. Attendons la confession des listes électorales et des listes de candidatures et on verra au soir du 8 janvier si c'est vraiment ça. Alors, vous êtes acteur politique. On a noté lors des élections législatives 2023 et 2019 plutôt que lorsque certains se sont retrouvés sur les listes, ils se sont tout de suite démobilisés. Alors, au niveau des formations politiques, notamment au niveau de votre formation politique, qu'est-ce que vous faites pour ne pas que lorsque telle ou telle personne qui était dans l'expérience depuis 2019 de se retrouver sur la liste ne va pas se retrouver, qu'est-ce que vous mettez en place pour qu'il ne soit pas déçu au point de faire perdre des voix au parti? En 2019, de façon légitime, j'attendais un meilleur positionnement que la position que j'ai occupée. Mais je ne suis pas parti. Je ne me suis pas démobilisé. J'ai battu campagne comme si j'étais tête de liste. Parce qu'en réalité, oui, ce n'est pas de nous qu'il s'agit. Il s'agit de la formation politique. Et si nous y sommes allés, par conviction, si nous sommes allés pour servir, apprendre et grandir, il n'y a pas de raison, si on n'est pas positionné, qu'on se démobilise et qu'on dise non, je ne fais plus ça.
Est-ce que vous avez estimé que vous avez été injustement abusé? Non. Du tout pas. Pas du tout. On a estimé que pour le moment, je ne peux occuper la position que j'ai occupée là. Et cela va de soi. Et ça ne vous a pas démobilisé, ça ne vous a pas démotivé? Non, pas Mais du ça, tout. c'est vous, ça. Je vous l'ai dit, j'ai fait campagne comme si j'étais tête de liste. Alors, ça, c'est vous, ça. Mais les autres? Les autres qui? Ça veut dire qu'ils ne sont pas des militants. C'est parce que je ne suis pas positionné. C'est parce que je n'occupe pas la position que je veux. Je dois me comporter de manière à compromettre les intérêts, l'hégémonie de ma formation politique. Je ne suis pas militant. Alors, lorsque nous poursuivons à Cotonou, est-ce que vous savez que 2023 sera véritablement coriace? Puisque lorsque les démocrates vont véritablement se décider à participer aux élections, ils ont leur discours, leur langage. Nous aurons les forces correspondant émergentes qui sont également de la partie, l'Union progressiste du Bloc républicain. Cotonou, vous, en tant qu'acteur politique dans le littoral, est-ce que vous pensez que la tâche sera facile? Non, aucune élection n'est facile. Aucune élection n'est facile, parce qu'il faut convaincre le militant. Et comme c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan, je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes déjà sur le terrain, nous sommes déjà au corps à corps avec nos militants, nous communions déjà avec nos militants, nous colmatons les brèches, nous réglons les dissensions, ce qu'il faut réparer, nous réparons, et nous affûtons nos âmes. Je ne peux pas, on ne peut pas, aucune élection n'a été facile, parce que c'est une compétition avec plusieurs concurrents. Donc c'est normal hein, que ce ne soit pas facile, mais nous n'avons pas peur. Vous n'avez pas peur? Non, pas du tout. Nous tendons progressivement vers la fin de cet entretien, Éric Martin Sangan. Lorsqu'on y voit, on est à quelques mois de l'élection législative. L'élection législative de 2019, on a vu comment les partis politiques ont eu beaucoup de peine à concevoir les listes au niveau de leur dossier, pour la conférence de leur dossier. Mais on a comme l'impression que jusque-là, c'est toujours l'omerta au sein de la classe politique. En dehors de vous, les soutiens qui, quand même, on sent un peu... On a vu la journée de la femme être célébrée jusqu'en mars. Jusqu'en avril, j'allais dire plutôt. Alors, est-ce que c'est déjà ça la confession de la liste électorale? La confession de la liste électorale, c'est une organisation interne à chaque formation politique. Et il leur appartient aux formations politiques de prendre les dispositions pour quand la date indiquée, leur liste soit prête. C'est tout. Ce n'est pas l'occupation de tel. C'est l'animation de la vie politique, ça. C'est pas autre chose. 8 mars, en avril ou en mai, c'est pas la confession. Mais c'est toujours pour venir rappeler aux populations que, bon, nous sommes là. Également des actions pour essayer de faire mais ce n'est pas aux dirigeants du parti politique. Et que... Ce n'est pas qu'en 2022 que nous célébrons 8 mars. Mais on a constaté le 8 mars de 2022 est un peu... L'Union progressiste a commencé par célébrer les 8 mars là depuis 2019. Non, je ne parle pas de l'Union progressiste uniquement, typiquement. Je parle des acteurs politiques en général. Oui, nous, on a commencé par le faire depuis 2019 et nous le faisons tout le temps. Alors, Éric Martin Sangan, vous êtes leader politique dans le littoral. Vous allez regarder droit dans votre caméra. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien qui se veut assez court ce jour. Vous allez regarder droit dans la caméra et vous adresser à ceux et celles qui ont voulu suivre cette émission, leur dire un peu quelques mots épris d'espérance et d'avenir. Oui, chers amis internautes, je voudrais reconnaître ici que nous sommes dans un nouveau cheminement. Et dans ce genre d'exercice, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des couacs. Je voudrais reconnaître ici, de façon solennelle, que tout n'est pas parfait, mais que nous nous employons à améliorer le climat politique au Bénin. Nous allons vers de nouvelles échéances électorales. J'invite chaque Béninoise et chaque Béninois à jouer sa partition en toute responsabilité et en tenant compte de la nation. Le Bénin, je le dis toujours, appartient aux Béninois et il ne nous revient pas de demander ce que le pays nous apporte, mais de travailler à apporter ce que nous pouvons à la nation. Je voudrais nous inviter à finir cette année dans la paix, à aller aux élections dans la tranquillité et à espérer les résultats de nos actions. Merci. Merci à vous, Éric Martin Sangan. Chers amis internautes, on retiendra entre autres de cet entretien que, selon notre invité, la LEPI, entendez, liste électorale permanente informatisée, est venue à échéance conformément à la loi qu'il a instituée. Donc, c'était de bon ton que la liste électorale informatisée, l'EI, soit entrée en vigueur. Et donc, pour sa confection, l'ANIP entre en jeu
parce que c'est un organe technique. La LEI, à terme, va réduire les dépenses, nous a informé notre invité ce jour. La NIP est qualifiée pour le job, selon lui. Il souhaite un nouveau moratoire afin de permettre un nouveau moratoire conformément également au délai constitutionnel pour que ceux qui n'ont pas pu être pris en compte puissent quand même finalement être pris en compte. Il n'y a jamais eu exclusion, nous a fait savoir Éric Martin Senghor au cours de son argumentaire. Pour lui, depuis que Patrice Talon est au pouvoir, il n'y a jamais eu exclusion et qu'il n'y a eu que des acteurs politiques qui n'ont pas voulu compétir. Pour lui, il n'y a pas d'exilés politiques au Bénin, il n'y a pas de détenus politiques au Bénin, mais plutôt des détenus de droit commun et des personnes qui ont voulu se soustraire à la justice. En 2019, il était dans la commission qui a eu à constituer et élaborer les listes de candidatures pour les élections législatives de 2019 pour le parti politique Union Progressiste et qui n'a jamais vu le président Patrice Talon intervenir. Il l'a jamais vu arbitrer au niveau de la confection de la liste. Et donc, pour lui, tout ce qui se susurre dans l'opinion comme quoi c'est le président Patrice Talon qui aura à concevoir les listes, pour lui, c'est de la pure intoxication et de pures affabulations. Pour lui, Patrice Talon est militant de l'Union Progressiste. Il a annoncé, il a affirmé cela et il a argumenté dans ce sens. L'initiative de la loi pour les pensions des députés et les présidents d'institutions de la République, pour lui, est une initiative bien pensée. Il a fait savoir que l'enjeu à l'Union Progressiste pour le compte des élections législatives de 2023 est qu'il y ait des élections transparentes et régulières et qu'il souhaite qu'on permette, c'est-à-dire que les anciens parlementaires permettent aux jeunes de faire leur preuve à la fin des missions. Il a eu à adresser un message rempli d'espérance et d'espoir par rapport aux enjeux politiques qui pointent à l'horizon. Merci à vous, Éric Martin Senghor, d'être venu sur ce plateau. Merci, Kader. Merci, chers amis internautes. Merci. Que Dieu nous garde. Merci également à vous une fois encore. Merci à vous, chers amis internautes également. Merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission. Merci à nos différents techniciens. Merci à tout un chacun. Portez-vous bien. Très bon dimanche à vous et à demain lundi pour une autre semaine d'actualité et d'information.